Bonjour. Nous sommes dans l'immense cimetière du Père-Lachaise, dans le 20e arrondissement de Paris, connu dans le monde entier, et où de nombreuses célébrités sont enterrées. Oui, tout à fait. Et justement, nous allons vous présenter l'une de ces célébrités qui a un parcours insolite. Allez, venez, suivez-nous. Il est là, c'est lui, là. Oui, c'est bien lui. Voici sa tombe. De nombreux médiums et spirites du monde entier viennent ici pour tenter de communiquer avec ce personnage. Ils posent leurs mains sur la pierre et sur ce buste. C'est celui d'un des premiers spirites du milieu du 19e siècle. Il s'appelait Allan Kardec. Et à l'occasion d'un séjour aux États-Unis en 1855, il découvre la pratique des tables tournantes. De retour en France, par le biais de différents médiums, il converse durant plusieurs années avec toutes sortes d'entités. Il en tire un enseignement dont il recueille l'essentiel dans son ouvrage « Le livre des esprits ». Sur sa tombe, on peut lire la devise « Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi ». Tous ces phénomènes de conversation avec l'au-delà, de spiritisme, de médiumnité, nous ont toujours interpellés. Les entendants les ont toujours pratiqués, mais qu'en est-il pour la communauté sourde? Les sourds ont-ils des dons pour entrer en contact avec les esprits? Comment font-ils pour communiquer avec les morts? Autant de questions qu'on peut se poser. Oui, et c'est pour ça que nous allons rencontrer des témoins qui ont vécu des émotions fortes. Des expériences invraisemblables avec l'au-delà. Vous dites avoir aperçu un fantôme. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, j'avais donné mes cours, c'était la fin de la journée, il était 4h30, la cloche venait de sonner, il n'y avait plus personne dans la classe. J'étais restée seule pour préparer une leçon. J'étais derrière mon bureau, il y avait le tableau au mur, des chaises, des étagères pour ranger les cahiers. Je réfléchissais au contenu de mes cours du lendemain tout en regardant le tableau, quand tout à coup, j'ai aperçu la silhouette d'une petite fille de 6 ou 7 ans. Son comportement était curieux, singulier. Elle était vêtue d'une robe blanche, à froufrou, comme une robe de baptême ou de communion. Certainement pas un vêtement adapté à la vie de tous les jours. Sa coiffure aussi était étrange. Elle avait des anglaises, comme au 18e, 19e siècle. Je n'avais jamais vu ça. Elle avait un comportement bizarre, comme si elle était seule au monde, alors que j'étais là. Elle m'ignorait, se promenait, comme ça. Je la regardais et je me demandais ce qu'elle pouvait bien faire là. Et puis, elle s'est retournée. Elle m'a regardée dans les yeux. Son regard était absent. Et puis son visage s'est progressivement éclairé d'un sourire. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien me vouloir? J'ai voulu aller vers elle, mais à ce moment-là, elle est partie en riant aux éclats. Elle a disparu. J'ai regardé autour de moi. Il n'y avait personne. J'ai ressenti des frissons partout. Et là, j'ai compris qu'il s'agissait d'un fantôme. Le soir, en rentrant chez moi, j'en ai parlé à mon ami. Je lui ai raconté l'histoire. Il s'est mis à rire, il s'est moqué de moi. C'est vrai que c'était difficile à croire. Je suis allée me coucher, j'ai éteint la lumière, et soudain, j'ai senti qu'on me touchait l'épaule. Brutalement, comme ça. À 4 reprises. Je ne voyais rien, mais je sentais une présence, comme un esprit. Je n'avais pas peur, mais je ne voulais pas communiquer avec lui. Je voulais qu'il me laisse tranquille. Je me suis endormie. Après, en y repensant, je me suis demandé qui ça pouvait être. S'il s'agissait de cette petite fille, ou si c'était quelqu'un d'autre, un ami défunt qui essayait de m'appeler.
J'en ai parlé par Minitel à une amie, un peu spirite. Je lui ai raconté toute mon histoire et là, elle m'a dit « C'est la petite fille qui t'a appelée ». J'étais surprise, oui, mais c'est tout. Et elle m'a dit « Mais il faut que tu l'aides ». Je ne comprenais pas, elle était morte. « Ah non, il faut que tu l'aides, elle est coincée, elle tourne en rond, elle n'arrive pas à sortir de cette sphère ». J'ai dit « Bon, d'accord, mais explique-moi comment faire ». Le soir, je me suis concentrée très fort. J'ai pensé à cette petite fille, à l'endroit où elle m'était apparue, et j'ai décidé d'invoquer un ami défunt. J'ai communiqué mentalement avec lui, et je lui ai demandé d'aller chercher la petite fille de l'école et de l'aider. Tous les soirs, j'ai renouvelé mon appel, et le 4e jour, dans l'après-midi, j'étais en train de ranger ma chambre, quand j'ai entendu dans ma tête une voix forte, des cris de joie, la voix d'une petite fille qui rigolait. À ce moment-là, j'ai compris que la petite fille était sortie, qu'elle me laisserait tranquille, qu'elle était partie. Et depuis, je n'ai plus une nouvelle d'elle. Vas-y, distribue. Encore, encore et encore. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez nous dire pourquoi vous venez ici vous faire tirer les cartes? Je suis venue me faire tirer les cartes pour savoir si je trouverais du travail. Avec les cartes, elle m'a dit que oui. Je voulais aussi savoir si je trouverais une maison. Là encore, les cartes ont dit que oui, que j'allais en trouver une. Quand vous leur tirez les cartes, est-ce que les sourds et les entendants ont des attentes différentes? Ils attendent du travail, de l'amour, ils attendent les mêmes choses que des entendants, quoi. Sauf leur problème pour eux, peut-être qu'il n'y a pas de voyante qui signe, quoi. Dites-moi, pouvez-vous nous raconter comment vous êtes venu à la cartomancie? Oui, il y a longtemps, quand j'étais petite, ma maman faisait les cartes, je regardais, ma grand-mère faisait les cartes, ma arrière-grand-mère faisait les cartes, et c'est de famille, quoi, ça s'est transmis. Et quand j'étais petite, je la voyais faire les cartes, et puis voilà, j'ai appris comme ça. Comment en êtes-vous venu à tirer les cartes aux sourds? On s'est rencontrés depuis longtemps par rapport à nos enfants qui sont devenus amis. Elle m'a appris le langage des signes. Et donc, de fil en aiguille, on a discuté et je me suis aperçue finalement que la communauté sourde a besoin autant que les entendants d'aller voir, consulter des voyants, quoi. Vous voulez bien lire les lignes de ma main? Oui. Alors, là, c'est le triangle de la communication. Depuis votre enfance, vous avez souvent été malade et vous avez consulté un magnétiseur. Vous pouvez nous en parler? Quand j'étais petite, j'ai commencé à entendre de moins en moins bien.
et mes parents se sont inquiétés. Ils ne voulaient pas que je perde l'audition. C'est le problème de tous les parents. Ils m'ont donc emmené voir un magnétiseur. Il a posé ses mains autour de mon corps, de ma tête, de mes oreilles. Il ne m'a pas touchée, mais j'ai senti de la chaleur se dégager de ses mains. Des ondes tout autour de ma tête. J'y suis allée une première fois, puis une deuxième, une troisième, et petit à petit, je me sentais mieux. Ça me faisait du bien. Et puis, je me souviens d'une période où j'ai souffert de violents maux de tête. J'avais très mal. Je me sentais vraiment pas bien. J'ai donc envoyé un SMS à ce même magnétiseur pour lui dire que j'avais des migraines, que ça m'empêchait de travailler. Et à distance, avec un pendule, il m'a soignée. Petit à petit, mes douleurs ont disparu. Ça a été efficace, il m'a bien aidée. Ça dépend des gens. En tout cas, pour moi, ça a été profitable. Parce que j'y crois. Je sais que ça peut me soigner. Si je compare à la médecine traditionnelle, je peux dire qu'en fait, un médecin, il vous ausculte et vous payez, par exemple, 22 €. Et vous prenez des médicaments, et c'est long. Et puis, vous les payez, les médicaments, à la pharmacie aussi. Par contre, le guérisseur, quand vous êtes malade, vous allez le voir une seule fois. Il vous ausculte. Ou il utilise le pendule, ou même rien du tout, ou des médicaments, ça dépend. Et l'avantage, c'est que vous le payez une seule fois, et 30 € maximum. Vous le payez une seule fois, et c'est fini, vous êtes guéri. Et puis le guérisseur, il trouve le mal. Alors que le médecin, non, il ne trouve pas tout de suite, c'est long. Ça dépend des personnes. Tout d'abord, je remercie Dieu pour ce repas. Et puis après, je demande de l'énergie pure d'amour et de lumière pour cette nourriture. Pour transformer tout ce qui est chimique, toute cette mauvaise énergie qui s'est accumulée depuis la production jusqu'à mon assiette. Je fais passer de la lumière pure. Avec ces cailloux qui sont dans l'eau, c'est pareil. Je fais une prière spéciale pour faire venir de l'énergie d'amour et de lumière. La pierre énergétise l'eau, en fait, tout comme la lumière. Ça, ce sont des pentacles spéciaux pour la magie. Ils interagissent avec la planète Jupiter. Toutes les deux, on était croyantes, et j'ai découvert que la religion inhibait mes sentiments. J'ai décidé d'en sortir, et aujourd'hui, je me sens libre. Sans religion, je fais ce que je veux. J'expérimente, et je remarque que je m'ouvre à beaucoup plus de choses qu'avant. Je vois les esprits. D'abord, je les sens arriver. Je ne sais pas, je sens quelque chose qui est là. Une présence dans la pièce. Je sens que la pièce n'est pas vide. Ensuite, je vois leur forme. Généralement, les fantômes ne me contactent pas. Ils me voient, et c'est tout. Les esprits, eux, contactent souvent des personnes qu'ils connaissent, ou des amis de ces connaissances.
Ils ont besoin qu'on transmette des informations. Il y a des esprits positifs, lumineux, qui diffusent de l'amour, des ondes positives. Et il y a des esprits froids, sombres. Ils émettent de la colère. On est mal à l'aise, on se sent pas bien. Ça donne la chair de poule, des frissons. On a froid. Les fantômes, eux, sont des esprits qui restent sur Terre après leur mort. Ils vivent aussi dans un autre monde, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'ils sont morts. Là, il n'y a que des anges. Je les ai mis dans la chambre de mes enfants pour attirer les bons esprits. Et pour que les enfants sachent que des anges les protègent pendant leur sommeil. Chacun a un ange à ses côtés, qui le guide tout au long de sa vie. Moi qui suis sourde, quand j'assiste à des conférences ou à des stages, j'observe les gens et je peux voir leurs anges. Je vois leur aura, mais si je quitte la personne des yeux, l'aura disparaît. Si je me concentre à nouveau sur la personne, je revois son guide. Les anges sont là pour nous soutenir. Ils sont présents dès notre naissance. La méditation permet de se connecter à la lumière et à l'amour de Dieu. Elle permet aux dons de s'exprimer. Elle ouvre les portes de la communication avec l'au-delà, avec soi-même. Et elle aide aussi à se souvenir de ses vies antérieures. C'est vaste. J'utilise toutes ces poudres pour pratiquer la magie blanche. Quand on a besoin de faire appel à la magie blanche, il faut réunir plusieurs éléments. Le calendrier lunaire et le calendrier civil. Si par exemple on veut trouver du travail, on utilise ces éléments-là pour déterminer la meilleure date. La magie blanche, on l'utilise aussi dans les histoires d'amour, pour réussir dans le travail. C'est ça la magie blanche. C'est positif. Il faut faire très attention, parce que des fois, on croit qu'on fait bien, et on peut faire mal. Et à ce moment-là, on enfreint une loi, la loi du libre arbitre et du choix de la personne. Si je voulais posséder une personne, si je voulais qu'elle tombe amoureuse de moi, ça, ce ne serait pas naturel. Je rendrais la personne dépendante. Et à ce moment-là, je ferais de la magie noire. Les entendants croient que nous deux, si on perçoit plus de choses, si on capte autre chose, c'est parce qu'on est sourde. En fait, il y a peu de sourds comme nous. Pour moi, cette ouverture d'esprit, cette sensibilité, ce don n'ont rien à voir avec notre surdité. Non. Regarde la lumière. Regarde. Bonjour. Vous avez une énergie qui interfère avec l'électricité. Vous pouvez nous raconter ? Un soir, il faisait nuit, il était tard. Environ 10 heures. Pour rentrer chez nous, on pouvait emprunter 2 chemins différents. Ils menaient tous les deux à la maison, mais le premier était long et bien éclairé, alors que le second était plus court et seulement éclairé sur la première partie.
Tu m'as demandé lequel des deux on prenait. Moi, je me sentais fatiguée, je voulais prendre le plus court. Alors on est parti tranquillement et j'ai levé les yeux en me disant « Heureusement que le chemin est éclairé à cet endroit. » Puis au moment de passer sous le premier lampadaire, la lumière s'est éteinte. On passe sous le deuxième et là, paf, la lumière s'éteint aussi. On arrive sous le troisième et là, pareil. Tu t'en souviens? Oh, c'était terrible. On était terrifiés. On a cavalé, on est rentré en courant à la maison. Je n'oublierai jamais. Ah non, c'était pas un hasard. Ouais. Et en plus, tu étais enceinte, hein. Fallait pas que tu stresses. Dans le fond, je me dis, c'est pas un hasard. Quand j'ai peur, ma peur est tellement intense que je dégage une énergie considérable, une énergie plus puissante que l'électricité. J'ai grillé la première, la deuxième et la troisième ampoule en passant en dessous. Je les ai grillées l'une après l'autre et pourtant, elles étaient en hauteur. Tout ça, c'est parce que je dégage des ondes électriques très puissantes. Je crois qu'il vous est arrivé une histoire avec votre père. Pouvez-vous nous en parler? Oui. Alors d'abord, mon père était espagnol. Il habitait à Barcelone. Et moi, j'habitais à Lens à cette époque-là. J'avais mon chez-moi. Il faut savoir que j'allais le voir pendant les vacances et que les séparations étaient toujours douloureuses. Et qu'il y a à peu près 1000 km entre les deux villes. J'étais sous les draps, une nuit, quand soudain j'ai vu apparaître mon père, nu, au pied de mon lit, accoudé. Il se tenait là, tout nu. Je l'ai regardé, j'en croyais pas mes yeux. Il était souriant. Et progressivement, sa silhouette s'est dématérialisée jusqu'à disparaître. J'ai raconté ça à ma femme et elle m'a dit « Il faut que tu en parles à ton père ». Mais moi, je n'osais pas, ça me gênait. Et quelques jours après, il est mort. J'ai toujours regretté de ne pas lui en avoir parlé. C'est dommage, oui, t'aurais dû l'appeler. Ton père, quand sa silhouette t'est apparue la nuit comme ça, on aurait dit un fantôme. Mais c'était pas un fantôme, puisqu'il est toujours vivant. Je crois en fait que ton père, là-bas à Barcelone, il avait envie de savoir ce que faisait son fils. Pendant son sommeil, son âme est venue à ta rencontre. Ton père t'a vu endormi, tu semblais heureux. Alors il est reparti. Ça s'appelle de la décorporation. Et t'en penses quoi, toi? Ouais, c'est possible. De choses qu'il ne t'aurait jamais dites. Mon père avait toujours envie de parler avec moi. C'est possible. Oui, non, ça file la chair de poule, hein. Vous avez évité une catastrophe. Vous pouvez nous raconter? Je sortais du cours Morvan. Il y avait beaucoup de circulation dans la rue, beaucoup de piétons sur les trottoirs, donc je marchais sur la chaussée. Il n'y avait pas de bus derrière moi. Je marchais tranquillement. Je me suis arrêtée quand j'ai entendu comme une voix dans ma tête, très claire, qui m'a dit, ça je ne l'oublierai jamais, c'était une voix d'homme, je ne sais pas qui c'était, peut-être mon ange gardien. Cette voix m'a dit, si tu fais un pas de plus, tu es morte. Au fond, je me marrais, je me suis dit, chiche, je le fais ce pas ou pas? Je me suis arrêtée. Je ne savais pas trop. Et puis la voix s'était tue. J'ai hésité. Tout ça a duré un quart de seconde. Que faire? Et je me suis interrompue. Je n'ai pas fait ce pas. Je suis montée sur le trottoir. Et le bus m'a frôlé les fesses. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'au milieu de la foule, une seconde auparavant, j'aurais pu finir écrasée par ce bus, devant mon école. Je me suis dit, j'ai été sauvée par cette voix qui m'a prévenue une seconde avant que je me fasse écraser. Voilà, je suis là, encore vivante aujourd'hui,
pour remplir je ne sais quelle mission. Tu as un avis sur tout ça? C'est assez incroyable, hein. Mais discuter avec l'au-delà, c'est pas mon truc. Te dire s'il faut y croire ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas de réponse scientifique. Et le Père Noël, t'y crois?